Bonjour François Laurin, merci beaucoup de nous accorder cet entretien. Donc tu es enseignant de yoga, tu es formateur, tu es conférencier, tu as aussi traduit des livres, écrit des livres sur le yoga. Et ton engagement dans le yoga commence déjà à dater puisque ça fait plus de 60 ans, ou à peu près 60 ans que tu as commencé. Donc pour nous c'est très riche de pouvoir recueillir ton témoignage, voir l'évolution de ton parcours et puis avoir ta vision aussi sur le yoga actuellement. Donc merci beaucoup pour cet entretien. Donc peut-être tu peux commencer par nous expliquer comment tu en es arrivé au yoga il y a justement 60 ans. L'aboutissement peut l'expliquer mieux que le début. Je suis devenu jardinier. Je pense que le yoga c'est une forme d'autoculture et que le jardin c'est soi-même, quoi. C'est cultiver son jardin intérieur. J'ai commencé un peu privé de support extérieur parce qu'en 62, je ne sais même pas si c'était pas 61 d'ailleurs, où j'ai commencé à me dire que la théorie, non pas du yoga parce que je m'intéressais surtout au bouddhisme à l'époque, la théorie c'était bien beau mais ça me menait nulle part, il fallait que je trouve un moyen pratique d'accéder à ce dont parlaient les textes. Et à l'époque il n'y avait pas de cours de yoga là où j'habitais en Vallée d'Auge. Je crois qu'il y en avait guère à Paris, il y en avait quelques-uns sûrement, mais enfin sinon en province. Et il n'y avait pas encore de centre de méditation tibétain comme il y en a eu par la suite. J'étais entré en contact d'ailleurs avec un moine qui parlait de la méditation bouddhiste. Mais il habitait trop loin de là où j'étais pour aller le rencontrer, travailler avec lui. À l'époque, j'étais un peu cloisonné dans cet endroit. Et donc, je me suis procuré des livres, 2 livres qui restent en mémoire parce qu'ils m'ont marqué. Hatha Yoga de Théos Bernard, un Américain, qui est mort au Cachemire, pris pour un hindou par des musulmans et qui l'ont tué. Et puis Swami Vishnudevananda, qui est devenu célèbre par la suite. Donc je sais gré à ce début parce que en fait ça m'a donné une certaine liberté dans le sens que j'ai appris tout de suite à pratiquer sans l'appui de la voix d'un professeur ou de la présence d'un professeur et en faisant mon chemin moi-même pour essayer de voir comment on pouvait arriver à telle posture abracadabrante. Je me souviens que la première fois j'ai essayé de me mettre sur la tête, je me suis allongé à plat ventre sur mon lit. Puis j'ai avancé jusqu'à ce que je puisse poser mes bras en trépied. Puis là, j'ai mis ma tête. Et puis j'ai avancé tout doucement en me relevant sur les genoux. Et j'ai réussi à prendre quelques secondes la posture sur la tête avant de m'écrouler. C'était une expérience comme une autre, quoi. Mais voilà, j'ai commencé comme ça. Et puis assez rapidement, en 63, 2 copains qui voulaient partir en Inde m'ont proposé de venir avec eux, sachant que je pouvais fournir le véhicule, ce que j'ai fait. Et on est parti donc sur les routes. Je dois dire que ce voyage en Inde a été au moins aussi puissant en termes de prise de conscience et de transformation que le yoga lui-même, hein, parce que c'était un choc de sortir d'Europe, où j'avais été en Espagne, j'avais été dans quelques pays européens, mais dès la Turquie, l'Iran, l'Afghanistan, l'Inde, ça a été un bouleversement total pour moi et ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Combien de temps pour aller en Inde à peu près ? Le voyage dans son ensemble a mis 1 an. 2 mois et demi pour arriver en Inde, un peu plus de 3 mois pour revenir, donc ça fait quand même... il y avait l'Inde, il y avait le Népal, il y avait le Sri Lanka, j'ai fait vraiment un tour assez complet, mais assez déçu en termes de yoga, quoi. C'était pas... Ce que j'ai vu dans les ashrams, j'en ai pas vu tant que ça d'ashrams, mais à Rishikesh surtout, ça me paraît... D'ailleurs, les Indiens me le disaient, vous venez pourquoi en Inde? Pour le yoga. Ah, pour la méditation. Ah non, je veux apprendre des postures. Oh, les postures, c'est de la gymnastique. Ils étaient très méprisants. Donc, en fait, l'enseignement postural était assez nul, pour dire les choses. Alors que je n'étais pas un expert, je me rendais compte que c'était n'importe quoi. Donc, en fait, ce qui m'a marqué dans ce voyage surtout, c'est la rencontre des enseignements de Jiddu Krishnamurti. C'était au retour du Sri Lanka et j'étais à la Société théosophique à Madras et là je vois un panneau annonçant une conférence de Krishnamurti, un talk à la Nouvelle-Delhi. Donc j'ai modifié mes plans, je suis allé là-bas
Et j'ai été subjugué par l'intensité et l'énergie de ce bonhomme, sans rien comprendre vraiment à ce qu'il racontait d'ailleurs. Donc ça a complètement modifié mon projet, mon parcours, parce que je sentais que ce dont il parlait, c'était vraiment le yoga en fait. Enfin, au niveau de l'essentiel. J'ai appris par la suite, longtemps après, qu'il pratiquait régulièrement les postures, tout en décriant la philosophie du yoga qu'il ne connaissait pas en fait. Parce qu'il avait été kidnappé par la société théosophique, qui lui avait enseigné des choses qui sont d'ailleurs assez en contradiction avec le brahmanisme dont il est issu. Il est né d'une famille de brahmanes, mais il ne connaissait pas sa tradition vraiment. Par la suite, oui, il a un petit peu éclairci les choses, clarifié les choses en lui-même. Mais voilà, donc ça a été une influence majeure et il se trouve que sur les 3 mois de retour, j'ai eu la chance d'avoir un coéquipier dans la voiture parce que rentrer seul, j'étais un peu inquiet. C'était un Anglais qui enseignait le français et l'allemand au Sri Lanka que j'avais rencontré sur le ferry. Et au cours du trajet, il me lisait Krishnamurti avec un bon accent d'Oxford. Ou non, c'était Cambridge, pardon. Et moi, j'entendais les sons, et puis il me traduisait si je ne comprenais pas. Et puis quand lui conduisait, moi j'essayais de lire avec le meilleur accent possible et de traduire. Et à l'arrivée, je parlais anglais, quoi, et je comprenais parfaitement le message de Krishnamurti. Pour continuer mon accès au yoga plus sérieusement, je dirais, c'est que à l'époque, Krishnamurti avait pour professeur Iyengar, qui était le professeur de la reine de Belgique, de Yehudi Menuhin, enfin de toutes sortes de célébrités. Et Iyengar venait chaque été à Gstad, à côté de Saanen, pour faire les conférences à Saanen. Et Krishnamurti donc invitait Iyengar, qui lui donnait régulièrement des cours. Et bon, c'est ce que disait Deshikachar, je n'ai pas vérifié auprès de Krishnamurti, mais apparemment la manière d'aborder les postures inversées d'Iyengar avait fini par détraquer le coup de Krishnamurti. Il souffrait d'un torticolis chronique, et donc à un moment il a demandé à Krishnamacharya, au père de Deshikachar, de le recevoir pour aborder la pratique du yoga autrement. Et donc l'histoire entre Deshikachar, mon professeur, et Krishnamurti a commencé là. Pour l'anecdote, ils ne se sont pas entendus du tout, Krishnamacharya et Deshikachar, et Krishnamurti, parce qu'à un moment, Krishnamacharya a dit de toute façon, la seule réalité ou la seule entité qui puisse vous aider, c'est Dieu. Et Krishnamurti a fait un bond sur la chaise en disant Dieu est une création de l'esprit humain, Dieu n'existe pas. Donc ça a fait un peu friction. Mais là, je dirais, j'ai trouvé que Krishnamacharya avait une belle attitude parce qu'il ne s'est pas du tout senti vexé de ça. Il a dit, écoutez, moi, de toute façon, je suis un brahmane strict, je ne quitterai jamais l'Inde autrement qu'à pied, je ne peux pas me rendre en Europe, vous donner des cours de yoga, mais mon fils, ici présent, qui venait à peine de commencer à enseigner le yoga d'ailleurs, lui, il ira et il vous donnera des cours. Et donc, moi, j'étais régulièrement aux conférences de Krishnamurti, et c'est là où j'ai appris donc l'existence de Deshikachar. Ça a commencé ma nouvelle histoire de yoga, quoi. Et ensuite, donc, tu vas te rendre régulièrement, tous les ans, même en Inde. Oui, ben, je commence déjà par le rencontrer justement à Gstad, et je lui dis, enfin, ce qui s'est passé vraiment, c'était un peu plus complexe. Avant de partir de Madras, où j'écoutais Krishnamurti, je rencontre un professeur de yoga, oui, il était déjà professeur de yoga, qui s'appelait Jarosha, qui était d'origine polonaise. Et on avait discuté yoga, et je lui avais dit que moi j'avais pris des cours avec Iyengar à Bombay, mais que c'était très intéressant, mais ce n'était pas pour moi. Lui, il m'avait parlé de ses expériences, et puis on s'est perdu de vue. Et quelques temps après, l'été, je le retrouve justement à Saanen, et c'est lui en premier qui m'a parlé de Deshikachar. Avant que je sache qu'il vienne, il m'a dit, j'ai rencontré un professeur de yoga qui a un enseignement extraordinaire. Donc je lui ai dit, bah, écoute, donne-moi un cours. Et j'ai immédiatement senti la justesse et la profondeur de cette approche, parce qu'il n'y avait pas de séparation entre posture, respiration et méditation.
La posture était méditation, la respiration était méditation, la posture venait de la respiration était, comment dire, générée par la posture. C'était un sentiment d'unité. Et ça m'a complètement fasciné parce que c'était pas du tout ce que j'avais pu comprendre à travers les livres. Ça ne se lisait pas, ces choses-là, ça ne pouvait que se vivre. Et donc quand j'ai appris qu'il venait invité par Krishnamurti pour remplacer Iyengar, ce qui n'a pas été d'ailleurs une source, ça a été une source de tension entre Iyengar et les Shikachar, ben je lui ai posé la question, est-ce que je peux devenir votre élève? Et il m'a répondu, venez à Madras, on verra. Bon, j'ai fait ni une ni deux. L'hiver suivant, j'ai pris mes dispositions et je suis parti à Madras. Et effectivement, j'ai fait un premier séjour de 6 mois. Quand je suis arrivé, il m'a dit « Qu'est-ce que vous voulez étudier avec moi ?» J'ai dit bah, « Tout, les postures, les techniques respiratoires, tout ce que vous pouvez m'apprendre, et puis le Yoga Sutra, parce qu'entre-temps, j'avais entendu parler du Yoga Sutra quand même. » Et il m'a dit « Ok ». Ce n'est que plusieurs années après, par une lettre qu'il m'a écrite, qui m'a révélé le fait qu'à l'époque, il n'avait jamais enseigné le Yoga Sutra. J'étais la première demande qu'il a eue à ce propos. Et donc, il me racontait dans la lettre qu'il allait voir son père avant de donner un cours pour savoir comment présenter les choses. C'est comme ça que j'ai été amené à étudier le second chapitre d'abord. Et il m'a expliqué, voilà, le second chapitre, traditionnellement, on commence par ça parce que c'est le chapitre pour les gens dont l'esprit n'est pas encore tout à fait clair. Sur le coup, je n'ai pas réalisé ce que ça voulait dire. Après, je me suis dit, ma mince alors, quelle drôle de façon d'aborder les choses, de juger dès le départ que mon esprit n'est pas clair. Bon, mais sur le coup, je ne m'en suis pas rendu compte. Et après, bah, ça a été une longue série pendant 17 ans de séjours, un séjour de 9 mois, puis après, j'ai commencé vraiment à enseigner, donc là, je n'ai pas pu m'absenter plus de 3 mois consécutifs. Le premier séjour en Inde était en voiture, le second était en bateau, avec ma mère, que j'ai amenée en Inde, et les suivants étaient en avion. De moins en moins yogique, de ce point de vue-là. Avec plus de temps passé en Inde et moins dans les transports. Oui, oui, c'est sûr. Oh, c'était en voiture, ça a pris, 2 mois et demi. En bateau, c'était, si je me souviens bien, 14 jours. Oui, je crois. Et puis... en avion, c'est quelques heures. Mais, bon, ça c'est personnel. Je trouve que le yoga et l'avion, ça ne va pas bien ensemble. Ça va trop vite. Ouais. Transporter d'un monde à l'autre comme ça, il n'y a pas de progressivité. Et ce qui est intéressant dans ces enseignements, comme d'autres d'ailleurs à cette même époque, c'est que les enseignements des Yogakachars, ils sont individuels. Ça se passait dans une maison assez modeste, au premier étage. Il fallait traverser un couloir d'une pièce plus grande, mais on ne voyait pas le reste de la pièce parce qu'il y avait un rideau qui séparait, qui formait le couloir. On arrivait sur une terrasse. Là, il fallait attendre, parce qu'il n'était jamais à l'heure, exprès, je pense. Donc ça commençait toujours un quart d'heure, 20 minutes en retard, l'heure. Et puis il y avait sa pièce où il y avait juste une table, un tabouret et puis un tapis. Et là, des heures et des heures on a passé. Alors ce qui est, pour l'anecdote, ce qui est amusant, c'est que sans vraiment savoir, il s'était dit, bon, c'est un Français, il doit être chrétien, il doit être catholique. Donc, quand je suis arrivé, il m'a annoncé, voilà, je vous ai trouvé une chambre à louer, c'est à l'autre bout de Madras, mais c'est chez un militaire chrétien. Je n'ai rien dit, mais je me suis dit, c'est pas vraiment ma tasse de thé. J'étais vraiment sorti de ce genre de circonstances, on va dire, ou de contexte. L'avantage, c'est que pour aller de chez ce militaire à chez les Shikachar et le retour, ça prenait au moins une demi-heure à 3/4 d'heure de bus. Donc ça me donnait tout le temps de, chaque fois, noter avec précision tout ce qu'il m'avait dit, tout ce qu'il m'avait fait faire. Et ça, j'ai gardé les cahiers qui témoignent de l'enseignement qu'il donnait à l'époque, qui a changé ensuite. C'était avant la création du Krishnamacharya Yoga Mandiram. Et cette relation individuelle, oui, elle est fondamentale parce